Et les 1005 de Google, j'arrivais à générer entre 6 et 12 000 euros hors taxe. Moi, j'avais emprunté 10 000 euros, ce qui n'était pas du tout assez. Moi, j'ai jamais travaillé plus de 35 heures pour mon cabinet. Moi, c'est moi. Si tu travailles plus, tu peux gagner plus. Au début, 60-40. 60 entreprises, hein. Ok? Oui. Après 70-30 et après 80-20. Moi, je faisais 20% de droit. À partir de ma 3e année d'exercice, c'est terminal. Tu cours après le temps et tu cours après l'argent. Courir après le temps, ça c'est sûr. Il faut bien s'organiser pour en économiser. Et courir après l'argent, ça c'est parce que tu n'as pas assez facturé. Oui, oui, oui. Tant que tu n'as pas de friction, c'est que tu n'es pas assez cher. Moi, j'avais honte de prendre autant d'argent aux gens. Et puis non, après, il faut aller, revenir, machin, parler, tchatcher, boire le café, t'es déconcentré. Moi, ça, c'est pas du tout mon style. Mon style, c'est je suis derrière mon ordi, je bouge pas et je bosse. Les premiers mois de ta collab, donc en première année, quand tu veux faire du dossier perso et que tu cherches en fait à avoir on va dire, développer une clientèle personnelle. Sans froisser ton cabinet d'accueil ou T'as pensé à ça? Ouais, bah non, justement, j'y avais pas pensé. Bah, tu vois, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Bah, c'est que tu t'es collab pour ton cabinet d'accueil et c'est une situation qui est toujours très bâtarde parce que tu es censé travailler pour lui et en même temps, tu as le droit de développer ta clientèle personnelle, mais des fois, il peut être pas content parce que tu développes ta clientèle personnelle et toi, tu as envie de le faire. Mais en même temps, comment le faire en prouvant que tu es quand même prêt à bosser pour lui. Donc comment chercher du client sans vraiment chercher du client, tu vois, ça c'est difficile au début. Ça va être surtout, tes premiers dossiers, ça va être ton réseau. On dirait pas, tu te dis que tu n'as pas de réseau, que tu connais personne, mais en fait tu connais plein de monde, tous les gens que tu as rencontrés à la fac, au lycée, si tu as eu un job étudiant, à l'école, et ta famille, les amis de ta famille, tous ces gens, ça va te faire bosser, ça va te faire des premiers dossiers. Mais après, si ton objectif c'est de vite t'installer, tu vas être obligé de faire de la com publique. Donc, et à partir du moment où tu vas faire quelque chose, où tu vas faire un site internet, ils vont plus en pouvoir, les autres. Ah, t'as vu machin, il a fait un site internet. Et ils vont le savoir. Soit tu t'en fous, soit tu t'en fous pas. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes, qui ont vraiment du mal à communiquer parce qu'ils ont l'impression de trahir leur cabinet d'accueil, ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'on joue le jeu avec les règles qui existent. Et donc, de toute façon, dans tous les cas, pour moi, tu as ton réseau et derrière, tu es obligé de communiquer de manière publique en passant par un site internet. Je vois pas comment tu peux faire autrement. Ou par les réseaux, mais je trouve que les réseaux, c'est encore plus public que le site internet. Mais ton cabinet d'accueil va le savoir. Ok. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Ou en partie? En partie. Non, si, ça y répond. Mais du coup, est-ce que le mieux, un peu en compromis, ce serait d'aller du coup, prendre des dossiers ou des domaines de compétences que eux ne font pas, pour éviter justement que tu apparaisses comme un... Comment dire? Bah, t'es concurrent, on est tous concurrents les uns les autres dans tous les cas. Après, tout dépend de avec qui tu es. Il y en a qui jouent le jeu et qui savent que si on est avocat, et on commence par être collab, mais ensuite on a envie de voler de notre propre aile le plus rapidement possible. Et c'est le cas pour beaucoup de jeunes avocats, je pense, j'espère. Et soit il y en a qui acceptent pas ça et qui vont te donner du taf. C'est vrai ce que je dis, et maintenant que je suis plus avocat, je peux dire ce que je veux. Donc il y en a qui vont te donner du taf. Et ils vont te donner tellement de taf, ils vont faire en sorte que tu ne puisses pas développer ta clientèle perso. Donc, tout dépend chez qui tu tombes, si tu es chez quelqu'un qui joue le jeu ou pas. Après, il y en a qui ne jouent pas le jeu, mais en contrepartie, il faut que tu négocies ta rétro. Tu vois, s'ils ne te laissent pas de temps pour développer ta clientèle personnelle, peu importe le domaine de compétences dans lequel tu veux développer, c'est pas ça le problème, il est pas là. Et du coup, pour ceux qui souhaitent s'installer plus tard et ouvrir leur propre cabinet, tu conseilles de le faire combien de temps après la première collab? Ou même tout de suite après l'école des avocats, ou d'abord faire 1 an ou 2 de collab pour être bien formé? Pour ça, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que les relations entre avocats et entre cabinets d'accueil et jeunes avocats, elles sont parfois difficiles et parfois tu peux mal tomber, c'est une réalité. Personne ne le dit, mais c'est la vérité. Donc du coup, quand c'est comme ça, tu as envie de t'installer rapidement.
Tu vas avoir plusieurs sons de cloche, mais la plupart des gens vont dire « Ah non, non, surtout pas, tu ne peux pas t'installer, tu n'as pas d'expérience, patin, couffin, machin, blabla. » Bah écoute, l'expérience, de toute façon, il y aura toujours quelque chose que tu ne sais pas faire et que tu vas apprendre sur le tas. Mais on continue. Moi, pendant 6 ans, j'étais avocat et tous les jours, j'apprenais des choses. Donc, c'est sûr, c'est mieux si tu es formé et bien formé pendant quelques mois. Moi, je suis restée pendant 13 mois collab. Il y a eu 6 mois de trop. J'aurais pu déjà faire 6 mois de moins, mais bon, j'avais peur pour m'installer, etc. Mais il n'y a pas de règle, c'est comment tu te sens toi tout seul et comment tu te sens toi dans ta collab avec ton cabinet d'accueil. Mais il n'y a pas de règle, c'est pas vrai de dire que tu vas te ramasser parce que tu t'installes dès ta prestation de serment. Il y en a qui ont des très beaux cabinets et qui se sont installés tout seuls dès leur prestation de serment. Après, tu ne peux pas le faire tout seul, il faut être bien entouré, il faut bien choisir où est-ce que tu t'installes. Faut être bien entouré. Il faut que tu aies des avocats sympas qui soient prêts à t'aider et t'expliquer sincèrement. C'est possible. Il n'y a pas de règle. Et c'est quoi les premiers investissements que tu dois mettre en place quand tu commences ta collab, et est-ce que c'est pas les mêmes quand tu commences à être indépendant? Alors, ouais, j'ai compris. Quand tu es collab, normalement, tu es censé strictement rien payer. Tu ne payes pas ton bureau, tu ne payes pas Internet, les fournitures, les feuilles, les stylos, je vous dis n'importe quoi. Tu payes rien. Non, tu n'as rien à payer quand tu es collab, c'est la règle. Voilà. Et à Grenoble, la coutume veut que ton cabinet d'accueil te paye ta plaque, parce que ça coûte cher. Voilà. Après, les règles, on les respecte pas. Et donc, quand tu es collab et que tu n'as pas l'intention de développer ta clientèle perso, tu as besoin d'investir aucun argent dans rien du tout. En revanche, à partir du moment où tu veux t'installer, ce qui va te coûter le plus cher, ça va être un ordi, mais un ordi c'est ponctuel, l'ordi, le bureau, pas le bureau, la pièce, le bureau. Après oui, effectivement, tu vas louer un bureau, tu vas avoir besoin de plein de petits matériels, des fournitures, du matériel pour ranger, etc. Plein de petites choses. Ta déco aussi, parce que c'est ton bureau, tu es trop contente avec que ce soit trop joli, machin. Donc tu vas t'acheter plein de trucs, c'est sûr. Et surtout, ce que tu vas payer, ce qui va te coûter cher, c'est un site internet. Alors il y a des sites internet, il y en a pour tous les prix, mais c'est comme pour tout, hein. Un site internet à 400 balles, il ne va pas être aussi bien qu'un site internet à 1000 balles, je parle en hors taxe. Et donc, investir dans un site internet, au moins 1000 balles. Un logo, pas des initiales. Parce qu'en gros, des initiales, c'est pas un logo. Un logo, c'est là où commence le personal branding. Ta marque, elle commence par là, ton nom, l'image que tu veux renvoyer, c'est pas que des initiales. Ça, c'était il y a 50 ans. Maintenant, il faut que tu aies un vrai logo. Moi, c'est Coco qui m'avait fait mon logo, et mon logo, il avait une histoire. Tu peux raconter l'histoire sur le logo, les valeurs qui sont dans ton logo, et puis ça va parler aux gens. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Ça coûte entre 500 et 800 hors taxe, un bon logo, vrai logo, bien réfléchi. Et ensuite, ce qui va te coûter une blinde, c'est la pub Google. Donc moi, quand j'ai commencé, d'abord j'avais peur, donc j'ai commencé avec 500 € par mois. Donc tu rentres un dossier. Bon, avec un dossier, on ne vit pas. En revanche, le seul dossier que tu rentres, si c'est un dossier de procédure, tu as tout de suite amorti ta pub. Donc je suis vite passée à 1000, puis à 1500 € hors taxe par mois de pub Google. Quand j'étais à 1500, ça me rapportait, c'est toujours comme ça, c'est jamais la même chose, le chiffre d'affaires tous les mois. Ça se stabilise, mais ça reste quand même en dents de scie, je trouve. Et les 1500 de chiffre de Google, j'arrivais à générer entre 6 et 12 000 € hors taxe de chiffre d'affaires en termes de dossiers, avec la pub Google. Mais pour ça, il faut que tu aies un mec, déjà il faut que tu payes un mec ou une nana qui te paramètre la publicité. Donc ça va te coûter 500 € hors taxe juste pour qu'il te prépare tes pubs Google. Et derrière, toi, tu dois payer Google. Donc, moi, j'avais payé 500 € pour lui, plus 500 € pour Google le premier mois, et ensuite 500 € tous les mois ou le montant que tu veux mettre
plus le deuxième mois, il faut que celui ou celle qui t'a programmé les publicités Google, il faut qu'ils analysent les résultats pour voir les mots qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, etc. Et après ça, il va vouloir te le vendre tous les mois. Il ne faut pas du tout se laisser faire parce que nous, on est avocats, enfin moi je ne suis plus, mais vous allez l'être. Et en gros, c'est pas comme si je vendais un produit, par exemple comme mes fiches. Je sais pas combien j'ai besoin d'envoyer beaucoup de pubs Google pour en vendre et j'ai besoin d'analyser tous les mois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous, on vend un service, on ne connaîtra jamais les crises. Il n'y a pas besoin de savoir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Tout fonctionne, grosso modo, à partir du moment où ça fonctionne un mois, ça va fonctionner tout seul. Ça, c'est les grosses charges que tu vas avoir à sortir. Et ensuite, ce que tu dois anticiper quand tu commences, c'est qu'il faut te payer toi. Donc, il faut manger. Sauf que tu as des charges. Tous les mois, tu as ton bureau, tu as Google, plus URSSAF, CNBF, tout le tralala. Mais ça, c'est des choses qu'on payait déjà quand on était collab. Donc, il faut que tu additionnes, il faut que tu lisses sur l'année toutes tes charges. Il y a des charges qui sont mensuelles, il y en a d'autres qui sont annuelles. Tu additionnes tout, tu divises tout par mois. Comme ça, chaque mois, tu sais combien tu as de charges. À ça, tu vas ajouter une autre charge qui est toi, donc ton salaire à toi. Ça c'est les charges que tu as de ton cabinet plus ton salaire, ça s'appelle le fonds de roulement. En gros, tu as besoin de tant d'argent tous les mois pour pouvoir payer tes charges et te payer toi. C'est le besoin en fonds de roulement. Et au début, quand tu commences, tu ne fais pas de chiffre d'affaires. Donc, comment tu fais pour te payer toi? Pour nourrir ton besoin en fonds de roulement, il faut emprunter en fait suffisamment d'argent avant de t'installer parce que tous les mois, tu vas faire un petit peu de chiffre d'affaires, mais peut-être pas assez, tu seras peut-être ric-rac. Donc tous les mois, tu tapes dans ton épargne de ce que tu as emprunté pour pouvoir alimenter ton besoin en fonds de roulement jusqu'à ce que le temps ait fait son effet, que ton activité elle ait augmenté et à ce moment-là, ton chiffre d'affaires te permettra de couvrir tout ton besoin en fonds de roulement et tu n'auras plus besoin de taper dans ton épargne et normalement, tu n'en auras plus trop. Et là, à ce moment-là, il faudra remettre de l'argent de côté, de la trésorerie. Moi, j'avais emprunté 10 000 €, ce qui n'était pas du tout assez. Enfin, c'était pas du tout assez, mais avec du recul, j'aurais dû emprunter plus. J'aurais dû emprunter 20 000. Je ne dis pas que j'ai besoin de 20 000, mais je dis que j'aurais eu besoin de la tranquillité. Parce que moi, j'ai personne derrière moi. Donc, à partir du moment où tu n'as plus d'argent de côté et que tu as tes charges et il faut te payer toi, il faut manger, et bien ça, il faut vraiment l'anticiper parce que ça peut être une source d'angoisse vraiment, vraiment terrible. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. 10 000, c'est pas assez. Même si tu as peur, tu te dis que tu vas emprunter beaucoup, et ben après, tu peux mieux vaut en avoir plus que pas en avoir assez parce qu'après, je ne sais pas ce que tu vas faire. Mon Dieu, quelle horreur. Et du coup, au bout de combien de temps tu as pu te payer grâce à ton chiffre d'affaires? Direct. Pas beaucoup, mais direct. Ouais. Direct. Et après, moi, j'ai pas eu de chance, j'ai eu le Covid. Ah oui. Et cet argent aussi, dans les 10 000 €, il y en a quand même pas mal qui est passé. Je ne m'en rendais pas compte. Toutes les charges fixes, le bureau, l'ordi, le site internet, la pub Google, les premiers mois, en fait, tout ça, ça s'envole, quoi. Mais j'ai pu vite me payer, j'ai pu vite me payer 1 800 € net. Hein. Je ne parle pas d'un truc de fou, quoi. Du coup, quand tu es indépendant, globalement, tu as à peu près le même salaire que quand tu es en collab, en fait. Ouais, mais au début, alors, moi je dis oui, il y en a qui vont dire nanana. Oui, moi, oui. Je parle de mon cas à moi, ouais. Ouais, je me suis vite payé 1 800, 2 000, direct. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire comment a évolué mon salaire en net d'impôt parce qu'il y a eu le Covid, donc je ne peux pas vous dire. Mais en revanche, 2000-2005, c'est allé très vite. Et là, sur ma 5e année d'exercice, j'étais à 3 500 net d'impôt avec 4 heures de TD par semaine. Et l'année d'avant, je devais être à 3 000. Donc en gros, sur ta 3e et ta 4e année, là, tu commences à avoir un salaire intéressant, sachant que moi, je ne me suis jamais tuée à la tâche. Moi, j'ai jamais travaillé plus de 35 heures pour mon cabinet. Moi, c'est moi. Si tu travailles plus, tu peux gagner plus. Mais la première année, si tu te sors entre 1006 et 1009 net, c'est bien. Mais il ne faut pas être trop gourmand parce qu'il faut mettre de la trésor de côté, absolument. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et au début, tu es trop content, c'est tes premiers salaires. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu claques tout. Tu claques tout.
claques tout. Ah, moi, j'ai tout claqué pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai tout claqué. Bon, c'était incroyable, hein, je me suis régalée. Hein. Mais à refaire, je le referai. Mais quand même, il faut faire attention. Et surtout, alors il y a un truc qu'on ne t'explique pas forcément quand tu commences, justement pour ne pas tout claquer et pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Il faut se verser toujours la même chose. Sauf que ton chiffre d'affaires, tous les mois, il va varier à la hausse ou à la baisse. Et si tu adaptes ton salaire en fonction de ton chiffre d'affaires, eh bien, il y a des mois où tu ne vas pas te payer beaucoup. Et le mois d'après, tu vas envoyer du lourd, on ne sait pas pourquoi, et du coup, tu vas pouvoir plus te payer. Mais vu que le mois dernier, tu ne t'es pas payé beaucoup, eh ben ça te génère de la frustration. Et quand tu gagnes de l'oseille, eh ben là, tu vas tout claquer. Ce qui fait que tu n'as pas mis 1 euro de côté. Donc, en gros, dans tous les cas, il faut se fixer un salaire que tu te fixes tous les mois, le même salaire, peu importe ton chiffre d'affaires. Et tous les mois, il faut te fixer au moins une certaine somme à mettre de la trésor plus perso de côté. Et pour la trésor, donc le pro, moi je mettrais au moins 200 balles par mois. Ou alors tu te mets, en gros, moi je me mettais tout ce qui me restait. Je me disais, voilà, je me prends mes 2000 et tout ce que je n'ai pas dépensé, je le mets en trésor sans forcément calculer. Et tous les 6 mois, si tu vois qu'au bout de 6 mois, ton chiffre d'affaires il a augmenté et que c'est régulier, là tu te dis, je m'augmente, mais tu t'augmentes une fois et tu te verses toujours la même chose. C'est le meilleur moyen pour ne pas perdre la tête et pour mettre de l'argent de côté, ça.